Le thème de ces rencontres est, comme vous le savez, la musique en bibliothèque vers une patrimonialisation de nos collections. Je suis heureuse d'avoir été invitée pour en quelque sorte attirer votre attention, pour aussi, je l'espère, susciter votre intérêt et nourrir toutes vos réflexions sur le fait que le terme de patrimonialisation ne doit pas oublier ce qui constitue le matrimoine, et notamment puisque c'est ma spécialité, le matrimoine musical. Alors tout d'abord, je voudrais préciser que j'interviens ici en tant que directrice d'une structure, le Centre Présence Compositrice. Je me suis métamorphosée en chargée de com tout à l'heure en vous distribuant des petits flyers. Ce centre porte un travail sur la visibilisation des compositrices de tout temps et de leurs œuvres. Je travaille donc en lien avec de multiples personnes, des femmes et des hommes, qui sont des artistes, qui sont le public, des élus, des collectivités publiques, des enseignants, des enseignantes, des étudiants, étudiantes, programmateurs, programmatrices, des compositrices évidemment du monde entier. Toute ma démarche, toute mon expérience est donc nourrie en fait par le terrain. Je ne suis ni historienne, ni philosophe, ni linguiste. J'aurais adoré être tout ça à la fois, mais ma foi, il faudrait plusieurs vies. Je ne suis même pas véritablement musicologue, même si j'ai un master de musicologie. Alors tout ça, c'est pas du tout pour minimiser ce que je peux vous apporter, mais c'est surtout pour insister sur le fait que je pars d'une expérience de terrain qui a valeur vraiment d'expertise sur ce sujet particulier qui est le matrimoine musical. Bien évidemment, je suis en lien avec de nombreux chercheurs et chercheuses dont les recherches nourrissent bien évidemment toute ma réflexion. Alors, pour commencer, et parce qu'il va être question de matrimoine musical, je voudrais quand même vous accueillir en musique avec une mélodie de la compositrice française Elsa Baren. Vous allez pouvoir écouter les mots du texte. Ils ne sont évidemment pas un hommage direct au matrimoine, mais je me suis amusée à penser à travers eux à toutes ces femmes, à tout ce sujet dont il va être question. Et normalement, c'est censé marcher. Voilà. Alors, ne jamais la voir ni l'entendre. Je vous ai laissé toute la mélodie. Je serai malheureusement obligée de couper des extraits musicaux parce qu'on n'aura évidemment pas le temps de les laisser en entier.
Si pour bon nombre d'entre vous, le mot matrimoine est sans doute connu, il est aussi possible qu'il ne vous soit pas complètement familier ou que vous ne l'utilisiez pas. Possible aussi que vous refusiez de l'utiliser ou que vous hésitiez à l'utiliser selon la personne à qui vous vous adressez. C'est en effet un mot qui peut encore faire polémique, et si son histoire est pourtant très ancienne, c'est un mot qui, au même titre que celui d'autrice, par exemple, est entré il y a relativement peu de temps dans le vocabulaire courant, du moins celui des personnes qui travaillent à sa réhabilitation et à sa redécouverte. La cause en revient, comme le souligne la metteuse en scène et chercheuse Aurore Évin, à l'histoire de ce mot qui n'est pas, comme on a souvent pu le croire, un néologisme, mais un mot qui a une histoire politique. Alors, la télécommande n'est pas quand même très efficace. Sinon, il faudrait peut-être que quelqu'un reste là, du coup, pour chaque fois que je fais un geste, il faut cliquer. Tout à l'heure, ça marchait très bien. Ah, voilà, c'est ça. Donc, je reprends. Alors, la cause en revient, comme le souligne la chercheuse et metteuse en scène Aurore Évin, à l'histoire de ce mot qui n'est pas, comme on a souvent pu le croire, un néologisme, mais un mot qui a une histoire politique. Aurore Évin ajoute par ailleurs, je la cite, « Depuis l'Antiquité, on fait la guerre à ces mots autrice et matrimoine qui font partie d'un ensemble de mots au féminin qui ont été effacés, notamment par l'Académie française au XVIIe siècle, quand se politise le langage et se créent les institutions culturelles, la grammaire, les dictionnaires. » Éliane Viennot, une autre chercheuse, historienne de la littérature, souligne le fait que le mot matrimoine est un mot qui a une réalité juridique ancienne. Elle explique, clique, le patrimoine est l'héritage venu par la ligne du père et le matrimoine par celle de la mère. Le mot matrimoine a dû décliner avec la généralisation de la dot qui équivalait à un renoncement à l'héritage. C'est ainsi que du mot matrimoine, nous n'avons gardé pendant très longtemps qu'un sens restreint relatif à la sphère privée du mariage. On va alors utiliser l'adjectif matrimonial, alors que, comme le mentionne une fois encore Aurore Évin, le mot patrimoine a quant à lui reçu ses lettres de noblesse, puisqu'il désigne les biens de la nation tout entière. Matrimoine n'est pas le seul mot ayant longtemps sombré dans l'oubli. J'ai cité celui d'autrice, mais bien d'autres qui font parfois sourire et parfois même hurler, tels ceux de peintresse, de médecine, de mairesse ou de philosophesse, étaient utilisés à l'époque médiévale, parfois même au-delà de cette époque, et permettaient d'identifier des femmes actives dans des domaines qui relevaient de l'intelligence de l'esprit, de la création et d'un certain pouvoir. Ne pas pouvoir nommer ou être nommé, quelle que soit la nature de l'objet ou du sujet, revient à nier l'existence de cet objet ou de ce sujet. Au cours des siècles suivants, les mots ayant disparu depuis si longtemps et avec eux la possibilité de l'existence au féminin des pratiques qu'ils recouvraient, il est donc admis par le plus grand nombre que les femmes n'ont pas existé ou qu'elles n'ont été que peu nombreuses dans certains domaines d'activité. À ce présupposé de leur non-existence ou de leur existence en tout petit nombre, j'ajouterai celui de la croyance en la médiocrité de leurs œuvres. Dans le domaine musical, il a longtemps été pensé par les professionnels du secteur de la musique classique que le vide, les oubliettes au fond desquelles reposaient les œuvres des femmes, n'avaient pour raison d'être que le peu d'intérêt qu'elles présentaient, eu égard à leur supposée piètre qualité. On peut dire qu'à ce domaine, comme à bien d'autres, il était en quelque sorte appliqué le proverbe « il n'y a pas de fumée sans feu », tout événement ayant évidemment une cause, mais cette dernière n'étant pas cherchée au bon endroit pour des questions d'habitude de pensée, de mode de transmission du savoir, de non-remise en question de sa propre méconnaissance ou de son manque de curiosité. Alors on a pourtant longtemps pensé que le domaine de la culture, réputé ouvert et plutôt progressiste, devait échapper à l'inégalité. La publication de 2 rapports commandés par le ministère de la Culture à Rennes-Prat en 2006 et 2009 a montré qu'il n'en était rien, loin s'en faut. Je vous invite à les relire si vous ne les connaissez pas ou à les relire. Dans son domaine d'expertise, Éliane Viennot, en retraçant l'histoire des mots, montre également à quel point, y compris donc au sein du domaine culturel, ils desservent des desseins politiques et, ce faisant, créent de l'inégalité.
On s'en doutait bien évidemment, mais encore fallait-il prendre conscience de l'inégalité au cœur même de la langue et surtout de la fabrication de cette inégalité. Éliane Viennot explique ainsi, je la cite, « Ce sont précisément chez les personnes éclairées, éduquées, que l'on trouve le plus d'antiféministes. Ce sont les savants, en général, qui ne veulent pas de l'égalité des sexes. Ce sont eux qui ont fait les lois inégalitaires, qui ont écrit les livres d'histoire, eux qui y ont le plus d'intérêt. Car ils n'ont pour eux que leur intelligence, et dans ce domaine-là, la concurrence des femmes est totale et massive. » Alors en écho avec ces propos, et puisqu'il est question ce jour de matrimoine musical, je pense qu'il est juste de citer ici la compositrice Maddalena Casulana, qui, dans la dédicace adressée à Isabelle de Médicis de son premier livre de madrigaux publié en 1568, déclare vouloir révéler au monde la vaine erreur des hommes qui se croient maîtres des dons de l'intellect, au point qu'il leur semble impossible de partager ces derniers avec les femmes. Il est à noter que la compositrice italienne Maddalena Casulana est par ailleurs la première qui publie de la musique à son nom, une pionnière donc, et qui ne semble pas souffrir d'un déficit intellectuel quelconque. Par curiosité, et pour savoir où nous en étions en 2024, j'ai interrogé quelques dictionnaires en ligne en entrant le mot matrimoine. Pour le Larousse, il n'existe pas. Et je suis gentiment invitée à sortir de ma méprise en découvrant celui de patrimoine ou à m'intéresser à l'adjectif matrimonial. Pour le Robert, il n'y a pas de rédirection vers patrimoine, mais quelques suggestions pertinentes, même si peu sympathiques, telles que matrone et matricide. La 9e édition du dictionnaire de l'Académie française, la plus récente, commencée dans les années 1980 et achevée en novembre 2024, se présente, selon les termes de la page d'accueil du site Internet, comme étant la version la plus aboutie du projet académique auquel elle reste fidèle et dont elle conserve les principes. J'interroge donc les principes en question, et hélas, au mot matrimoine, il n'y a rien, si ce n'est une fois encore une redirection vers son homologue masculin. La définition est alors donnée. Le patrimoine représente l'ensemble des biens que l'on hérite de ses ascendants ou que l'on constitue pour le transmettre à ses descendants. On peut logiquement déduire et espérer que les femmes sont comprises parmi les ascendants et descendants, même si on sait que cela n'a pas toujours été le cas. Il est ensuite question de patrimoine paternel, maternel ou de patrimoine familial. Et par extension, il est précisé que le patrimoine est aussi, ensemble des biens, des richesses matérielles ou immatérielles qui appartiennent à une communauté, une nation et constituent un héritage commun. Nous voici donc au cœur de ce qui définit le patrimoine culturel. Par curiosité, j'entre le mot compositrice. Et j'ai l'heureuse surprise de me voir proposer compositeur-trice, tout en déchantant très vite, car juste en dessous, je vois inscrit compositrice, nom rare, au féminin. Ah, je crois que c'est la diapo, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un peu compliqué de faire la chef d'orchestre. Nom rare au féminin. Je reprécise que l'édition a été achevée en 2024 et que ce sont les mots de la présentation. Du fait de sa continuité dans le temps, le dictionnaire constitue un outil incomparable pour l'étude de la langue française et de son évolution historique. Il offre également un panorama unique de la société et des mœurs à travers près de 4 siècles. Quid donc de notre siècle, du moins de cette partie du siècle récente, certes, mais quand même, qui s'intéresse de plus en plus aux compositrices, ces dernières, pour la très grande majorité, ne refusant aucunement d'être nommées ainsi. Pourtant, dès 1847, le musicologue Adrien de Lafage écrivait ces mots dans un article « Vous leur permettez aux femmes, messieurs les académiciens, d'être bonnes lectrices. Vous trouvez également bon qu'elles soient habiles accompagnatrices. Et si pour bien des choses vous entriez en lice avec elles, vous convenez que dans le nombre, vous pourriez rencontrer de dangereuses compétitrices. Pourquoi donc ne leur laissez-vous pas la liberté d'être compositrices ?» Alors, pour être tout à fait honnête, je renvoie néanmoins les personnes intéressées à l'une des annexes du dictionnaire de l'Académie française qui a pour titre « La féminisation des noms de métiers et de fonctions » et qui pose le cadre de la réflexion, des méthodes et des décisions prises sur le sujet. Il est notamment précisé que, je cite, « Le dictionnaire de l'Académie française n'a pas pour vocation de recenser la pluralité des usages en train de naître ou de se former, mais de dire le bon usage dès lors qu'il est établi et consacré. »
Et il est ajouté qu'il est toutefois possible que lorsque la 9e édition du dictionnaire de l'Académie sera achevée et entièrement mise en ligne, des révisions puissent être apportées pour intégrer des évolutions confirmées. Alors, je crois pouvoir affirmer que beaucoup attendent déjà avec impatience que la révision soit effectuée en faveur d'un mot qui, d'évidence, et depuis de nombreuses années, est devenu un mot du langage courant et mérite à ce titre que l'on en fasse bon usage. Par curiosité encore, j'ai testé l'entrée compositrice dans tous les dictionnaires de l'Académie française à partir de 1694. Le mot apparaît à la 8e édition, terminée en 1935, sous la forme compositeur-trice, et aux surprises, dans une définition qui semble en réalité plus tolérante et inclusive que celle de 2024, puisqu'il est indiqué « celui, celle qui compose en musique ». Si dans cette édition de 1935, le mot n'est pas écrit en entier, l'emploi des deux pronoms « celui »,« celle » est une manière d'indiquer clairement que les femmes peuvent composer. Malgré les apparences et le mot compositrice écrit en toutes lettres, la version de 2024, en précisant que le nom est rare au féminin, affirme quelque chose qui n'est pas vrai et qui est de plus susceptible d'induire le fait que peu de femmes composent. Une manière comme une autre d'invisibiliser toutes celles qui ont existé, toutes celles qui composent aujourd'hui et toutes celles qui aimeraient devenir compositrices. De 1694 à 1798, les exemples donnés pour utiliser dans une phrase le mot compositeur sont un bon compositeur, c'est un savant compositeur, un habile compositeur. L'orthographe évolue selon l'époque, mais le féminin n'est pas une option. Il est bien précisé substantif masculin à côté du mot, alors même que des femmes composent depuis toujours. En 1835 et 1878, cela reste un bon compositeur, un savant compositeur toujours, ou un habile compositeur, mais il est aussi ajouté un grand compositeur. Le 19e siècle et sa sacralisation des génies commencent à se faire sentir. En 1935, les mêmes définitions sont données sans aucune mention au féminin, malgré la définition précédemment mentionnée, celui, celle qui compose en musique. Mais on peut noter qu'à côté du nom, la mention substantif masculin a été remplacée par le petit « n » de neutre. Enfin, en 2024, un compositeur ou une compositrice est, je cite, « une personne qui compose de la musique ». En réalité, derrière ce mot épicène, qui peut donner l'impression que les femmes sont prises en compte, se cache une réalité toujours très androcentrée. Les exemples donnés évoquent un grand, un illustre compositeur, un compositeur d'opéra, un compositeur spécialisé dans la musique de film. J'ai, en ce qui me concerne, un parcours de musicienne professionnelle et une expertise de 18 ans sur le terrain en tant que directrice de festival, puis directrice du Centre de ressources et de promotion Présence Compositrice. Je suis en relation avec un très grand nombre de professionnels, femmes et hommes, issus du secteur de la musique classique. Alors, inutile de se raconter des histoires. Derrière ce pseudo neutre de la langue française, y compris dans ce cas précis, quand on utilise le mot épicène, personne, il n'y a en réalité que du vide en ce qui concerne les femmes, dont ni les existences, ni les œuvres se sont pendant très longtemps prises en compte, n'ont été pendant très longtemps prises en compte. Si je suis ici, c'est justement parce que je me bats depuis toutes ces années pour faire sortir du neutre, autrement dit de l'invisibilité, ce matrimoine musical constitué par des centaines de compositrices et des milliers d'œuvres dont jamais personne ne m'avait parlé durant mes études. En réalité, je n'étais à l'époque pas différente de mes collègues ayant passé des années de leur vie à étudier sans que jamais rien ne leur ait été transmis en matière de création musicale des femmes. Les compositrices n'étaient au programme ni des lieux d'enseignement, ni de ceux de diffusion. Ce n'était pas un sujet, elles étaient tout simplement reléguées dans l'ombre, le silence, l'impensé et donc inexistantes. Circuler, il n'y a tout simplement rien à voir, ni surtout à entendre. Voilà ce que l'on nous a fait croire, et parmi les outils utiles à cette mise en place de la mécanique de l'invisibilisation, le rôle des mots est important, ceux que l'on utilise et ceux que l'on fait disparaître. Dans les définitions du dictionnaire de l'Académie française, il est intéressant de noter aussi que les exemples donnés au sujet du mot compositeur, suivi éventuellement de trice, sont nourris des projections parfois fantasmées héritées des siècles passés. Que l'on soit bon, savant,
habile, grand, illustre. Ces adjectifs qui font partie du vocabulaire encore très fréquemment employé, pour ce qui est des deux derniers, nous font l'effet d'un coup de baguette magique. On voit immédiatement apparaître la perruque blanche et les joues rondes et rosées de Jean-Sébastien Bach. Clic pour Jean-Sébastien Bach. Le teint pâle et les traits fins de Mozart. La chevelure fournie et le regard sombre de Beethoven. L'air romantique et les cheveux plus ou moins en bataille de Berlioz, les lunettes et le regard perçant de Mahler, etc. Et on ne va pas se mentir, qui parmi vous, dans cette salle, voit apparaître sous l'appellation grand ou illustre compositeur les jolies anglaises de Fanny Mendelssohn ou de Louise Farinck, le béret d'Effelsmaif, le bandeau d'Elsa Baren, ou même les petites lunettes et la bouche volontaire de Nadia Boulanger, ou les grands yeux tristes et le col blanc de sa sœur Lily. Non. Il est bien question ici de compositeurs qui sont des hommes, souvent aussi qualifiés de génies, et qui ont écrit des œuvres grandioses, de véritables chefs-d'œuvre. Et dans l'esprit du plus grand nombre, pendant des décennies et encore souvent aujourd'hui, il y a la certitude que ce sont bien eux et non leurs consoeurs de l'ombre qui ont œuvré pour nous léguer un patrimoine musical. Face à cela, on peut alors donc se poser la question de la pertinence de ressusciter le mot matrimoine. La définition du mot patrimoine, proposée par le dictionnaire de l'Académie française, peut s'appliquer, comme on l'a vu, au domaine culturel et musical. La voici à nouveau. Le patrimoine est l'ensemble des biens, des richesses matérielles ou immatérielles qui appartiennent à une communauté, une nation, et constituent un héritage commun. J'imagine que dans l'esprit des membres de la commission chargée de ce travail, ces biens et ces richesses matérielles et immatérielles sont aussi constitués de leur part au féminin. Mais qu'en est-il dans l'esprit des personnes qui ignorent tout de ce que les femmes ont pu transmettre et par conséquent, quelles représentations peuvent-elles en avoir concrètement ? Ce faisant, quand je me pose la question d'utiliser le mot matrimoine et donc de lui redonner une existence, en quelque sorte de le légitimer, un autre mot m'interpelle dans cette définition, c'est celui d'héritage, qui sous-entend d'une part ce qui est laissé et d'autre part ce qui est reçu. En son temps, la compositrice Clara Schumann a tristement résumé cette problématique de l'héritage lorsqu'elle écrit « Quand je ne serai plus, alors tout sera, clic, oublié de mon apport à l'art ». Tristement réaliste, car en matière de création des femmes, l'héritage n'est pas envisagé, la transmission est soit inexistante, soit minorée, et de toute manière, même quand elle existe, elle sera généralement passée sous le silence quelques décennies après. À l'instar de celle de Clara Schumann, bien d'autres phrases écrites par des compositrices nous prouvent combien est douloureuse cette absence de transmission. Ainsi, au tout début du XXe siècle, c'est le cas par exemple de Marguerite Marie de Fraguier, élève de composition dans la classe de Vincent d'Indy, professeur à la Schola Cantorum, qui écrit « J'étais hantée par l'idée qu'une femme ne peut avoir en musique tout au moins le génie créateur. Je recherchais sans les trouver des exemples de femmes compositeurs telles que j'eusse souhaité de l'être. » Ne nous y trompons pas, derrière cette recherche de légitimité, la jeune compositrice pointe tout simplement l'absence de legs, d'un matrimoine qui serait constitué d'œuvres, de témoignages, de transmission de bonnes pratiques et qui aurait pu l'inspirer, la rassurer, l'encourager dans la voie qu'elle envisageait pour elle-même. Je ne sais pas d'où est venue l'idée de faire renaître le mot matrimoine à l'anthropologue américaine Helen Hertz, l'une des premières, semble-t-il, à s'intéresser à ce mot en 2002, ou plus récemment à Eliane Viennot et Aurore Evin précédemment citées. Est-il devenu nécessaire parce que l'ensemble des œuvres des femmes, mais aussi les preuves attestant de leur pratique artistique étaient si nombreuses qu'il devenait en quelque sorte nécessaire de leur donner un mot au féminin qui soit comme un contenant légitime? Ou est-il devenu nécessaire car ce beau mot à la réalité juridique ancienne a fait naître tout simplement l'envie de retrouver ce qu'il pouvait contenir? Quel bien, quelle richesse, de qui, comment, de quelle valeur, etc. À titre personnel, j'ai d'abord découvert les œuvres, l'existence de milliers de noms de compositrices et de titres d'œuvres. Puis le mot matrimoine a commencé à se faire entendre et je l'ai rapidement adopté, d'une part parce que je connaissais Aurore Evin et son travail, et aussi parce qu'en 2015, en écho et à l'instar des Journées du patrimoine créées en 1984 par Jacques Lang, l'association HF Île-de-France a lancé les Journées du matrimoine.
Pour mémoire, je rappelle que l'association HF Île-de-France est née en 2009 avec pour objet le repérage des inégalités entre les femmes et les hommes dans les milieux de l'art et de la culture, la mobilisation contre les discriminations observées et l'évolution vers la parité. Quoi qu'il en soit, malgré les réticences d'un grand nombre de personnes réfractaires à prendre en compte les œuvres des femmes et les mots qui peuvent les visibiliser, de nombreux travaux ont rendu sa légitimité au mot matrimoine, de même qu'à tout ce qu'il contient en termes d'œuvres, de traces sculptées, peintes, dessinées, écrites, de pratiques transmises peu à peu identifiées, etc. Le mot matrimoine n'est pas un mot vide de sens, ni de contenu, mais il demande à ce que l'on accepte l'idée que l'on hérite de biens et de richesses que nous ne soupçonnions pas. Il nous appartient de faire l'effort de reconnaître son existence, d'en découvrir les richesses patiemment, pas à pas et sans se décourager malgré l'immensité de la tâche. Puis d'apprendre à s'en servir et à s'en inspirer pour enfin le transmettre de manière à ce qu'il devienne véritablement l'héritage commun, légitimé de toutes et de tous. Alors je vous propose une deuxième petite pause musicale que je serai obligée d'interrompre. Donc il faut encore... Voilà. Et le titre. Merci beaucoup. J'espère que ça vous donnera l'envie, si vous ne connaissez pas cette œuvre de cette compositrice américaine, de la découvrir en entier.
En cherchant sur Internet ce qui pourrait m'être proposé si j'entrais la requête matrimoine musical, j'ai eu l'heureuse surprise de tomber sur une chronique France Info datant de 2020 qui faisait suite à la création et à la mise en ligne de Demander à Clara, la base de données entièrement dédiée aux compositrices et à leurs œuvres du Centre Présence Compositrice. Cette découverte réjouissante m'a semblé être une bonne entrée en matière pour aborder maintenant ce qui constitue le matrimoine, avec toutes sortes de questions que je vais volontairement limiter au domaine de la musique classique occidentale. Parmi ces questions, quels sont les noms des compositrices? À quelle époque ont-elles composé? Quelles sont leurs œuvres? Et peut-on les trouver? Et si oui, où et comment? Enfin, quelle est la qualité de ces œuvres? Se posent ensuite des questions sur les autres sources que constituent les correspondances, les articles de presse, les recensions journalistiques, les préfaces de certaines œuvres, les journaux intimes et les carnets de notes des compositrices, les documents administratifs, les livres, les enregistrements, etc. Et tout cela variant selon les époques, bien évidemment. Et puis, il y a aussi des questions en relation avec les pratiques musicales des femmes, pratiques qui, elles aussi, ont été longtemps insuffisamment documentées. Des petites filles aux adultes de tous âges, quelle possibilité avaient-elles d'apprendre la musique? Au sein de quels milieux socioculturels pouvaient-elles être éduquées, voire soutenues? De quels instruments pouvaient-elles jouer? À quels enseignements avaient-elles accès et dans quels lieux? Quelles récompenses, quelles reconnaissances, quelles aides ont-elles pu obtenir et à partir de quand, etc. Une fois encore, la liste n'est pas exhaustive, mais a plutôt valeur d'incitation à penser ce matrimoine par opposition à l'impensé qui a régné en maître durant tant de temps et qui, une fois vaincu, au moment où nous prenons enfin conscience que ce que nous n'avions jamais imaginé est en réalité possible, dans le cas présent que les œuvres des femmes puissent exister, nombreuses et de valeur, nous oblige à affronter la longue traversée de notre méconnaissance, puisque l'héritage des mères ne nous a jamais été transmis. Cette longue traversée n'est pas simple, du moins elle ne l'a pas été pour toutes celles qui ont été les pionnières en la matière. Je dis pour toutes celles, car généralement ce sont d'abord des femmes qui s'intéressent à l'histoire de leurs consoeurs. Et les difficultés rencontrées nous obligent aussi à penser le matrimoine avec ses manques, ses zones de flou, ses informations manquantes, incomplètes, perdues en l'état actuel des connaissances ou peut-être pour toujours. Avec aussi ses interprétations qui parfois ne sont pas justes, ses relectures pour comprendre comment, sous le prisme fréquent de la subjectivité des regards masculins, il peut y avoir quelque chose à comprendre et peut-être même à garder, etc. Une fois encore. Enfin, penser le matrimoine, c'est prendre fermement la décision de lui offrir tout ce qui a été donné au patrimoine, notamment des moyens pour se constituer, se perpétuer, se transmettre, se renouveler, afin de lui donner la possibilité d'ouvrir ainsi de nouvelles voies vers le futur. Entièrement dédiée aux compositrices de tout temps et de toute nationalité et à leurs œuvres, dans le domaine de la musique classique, la base de données Demander à Clara est l'un des outils majeurs créés et mis à disposition par le Centre Présence Compositrice pour permettre aux professionnels comme aux mélomanes et aux amateurs de découvrir cette partie du matrimoine musical. Et si je mentionne cet outil, c'est qu'il a justement été créé pour répondre à plusieurs des questions récurrentes posées précédemment et qui sont résumées sur la diapositive en 4 petits mots: qui, quoi, où et comment chercher. Avant de poursuivre, je vous propose de visionner le très court teaser qui a accompagné la mise en ligne de Demander à Clara et qui illustrait parfaitement à la fois l'état de méconnaissance dans lequel se trouvait le secteur de la musique classique et l'outil que nous avons alors proposé pour l'aider à en sortir. Si vous le souhaitez, vous pourrez regarder également un autre teaser qui est un peu les coulisses de Demander à Clara sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne Internet. Là, je pense qu'il faut peut-être... Voilà. Vous souhaitez jouer, étudier ou programmer des œuvres de compositrices, mais par où commencer? Les partitions sont parfois difficiles à trouver, les recherches prennent du temps, on retombe fréquemment sur les mêmes noms. Pour vous aider, nous avons créé Demander à Clara, une plateforme unique et fiable qui vous offrira toute la richesse d'un répertoire comportant des milliers de noms et d'œuvres. Utiliser Demander à Clara est simple. Imaginons par exemple que vous recherchiez des œuvres pour quatuor à cordes.
Sélectionnez un ou plusieurs critères Formation, instrument, nationalité, date de composition, durée. et filtrez vos résultats. Avec Demandez à Clara, les compositrices sont enfin à portée de clic. Alors, à vous de jouer. Pour sortir de la méconnaissance, il faut en effet, donc là je veux bien de nouveau une petite diapo, voilà. Pour sortir de la méconnaissance, il faut en effet des outils et c'est donc ce qui a motivé la création du Centre Présence Compositrice en 2020. Depuis près de 15 années, je faisais le constat régulier que sans ces outils, rien ne changerait jamais en profondeur et que les actions ponctuelles en faveur des compositrices ne suffiraient pas. Je me rendais bien compte aussi qu'il était au demeurant impossible de demander à tout un chacun de passer un temps long sur le sujet. Une des premières nécessités était de mettre à disposition les noms des compositrices. En effet, sans les noms, comment avoir l'idée des œuvres? Et à cette époque, les répertoires genrés n'existaient pas au sein des bibliothèques ou des catalogues de maisons d'édition. La plupart du temps, ils continuent d'ailleurs à ne pas exister. Dérouler toute une longue liste alphabétique en espérant trouver un prénom féminin à côté d'un nom inconnu était donc particulièrement fastidieux et long, sans compter que bien souvent, peu de prénoms féminins étaient présents. Nous avons créé Demandez à Clara avec 700 premiers noms de compositrices de diverses époques, preuve s'il en fallait qu'il était possible de les trouver, quand bien même aucun d'entre eux ne figurait dans les livres d'histoire de la musique présents au sein des lieux d'enseignement. Je précise que la recherche s'est faite à partir de l'étude de sources existantes et je rends ici hommage aux travaux des personnes, en particulier des musicologues, qui sont souvent restés dans l'ombre ou dans la confidentialité d'un entre-soi bien involontaire, faute d'un contexte favorable à la mise en valeur de leurs recherches. À partir des noms, notre objectif était de donner le plus rapidement possible accès aux œuvres. Nous avons donc associé à ces 700 premiers noms des œuvres diverses, chaque fiche compositrice devant comporter au moins un titre d'œuvre pour pouvoir figurer dans Demandez à Clara. Sur les fiches œuvres, nous avons ensuite noté des informations fondamentales pour les interprètes, mais également pour les programmateurs et les programmatrices, telles que l'édition, la formation, la durée, la date de composition et diverses autres informations dans l'état actuel des connaissances, une fois encore, et de nos connaissances que nous continuons à enrichir à chaque actualisation de la base de données. Enfin, pour aider la recherche, nous avons créé de nouveaux critères et 4 ans après, voici les chiffres que propose Demandez à Clara, qui est devenu un outil incontournable, extrêmement utilisé par le secteur de la musique classique. Je précise qu'on fait régulièrement des présentations de la base de données en bibliothèque, en conservatoire, voilà. Alors, que démontre Demandez à Clara? Eh bien, tout simplement l'existence d'un riche matrimoine musical. Comme nous l'a écrit Jean-Philippe Thiellet, alors président du Centre national de la musique en septembre 2022, je le cite, « Demandez à Clara est ainsi devenu un outil indispensable grâce auquel plus aucun programmateur ne peut dire « je ne savais pas ». Le fait de ne plus pouvoir dire « je ne savais pas » n'exonère cependant pas de la nécessité de se documenter sur un sujet aussi vaste. Se documenter permettra notamment de répondre à bien des questions que j'ai posées plus haut sur ce qui était permis aux femmes, sur les obstacles qu'elles ont rencontrés, sur les soutiens dont elles ont parfois bénéficié, sur leurs échecs, sur leurs réussites, etc. Se documenter permettra d'appréhender des contextes différents selon les époques et les mœurs, mais qui, hélas, de l'Antiquité à nos jours, se présentent sous bien des aspects comme un long continuum de contraintes que les femmes ont dû bien souvent transgresser. Enfin, se documenter permettra d'écouter l'œuvre méconnue d'une compositrice avec un esprit plus ouvert, moins enclin peut-être à rechercher la comparaison avec ce qu'il connaît déjà et qu'il a appris à reconnaître comme étant un chef-d'œuvre. Plus ouvert aussi, car en capacité de replacer l'œuvre dans son contexte de création et dans le contexte bien plus large et complexe de sa place au sein du matrimoine musical. C'est donc la longue traversée évoquée plus haut qui commence, néanmoins nettement facilitée depuis quelques années par l'action de diverses structures ou par la parution d'ouvrages musicologiques ou destinés au grand public, tel le livre d'Aliette Delalleux, « Mozart était une femme ». Ces actions et ces parutions sont autant de balises sur un territoire qui, même s'il reste encore beaucoup à explorer, ne se présente plus sous la forme d'une terra incognita comme je l'ai connu quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet en 2006.
Mais sortir de la méconnaissance demande avant tout un acte volontaire. Et c'est généralement là que se cristallisent de nombreuses difficultés, car pour beaucoup de personnes, il va falloir aussi faire preuve d'une certaine humilité pour reconnaître qu'on ne connaît rien, ou pas grand-chose, au sujet, et que souvent, on a eu bien des présupposés négatifs. Reconnaître aussi qu'on a manqué de curiosité, même en tant que professionnel. Admettre qu'on a parfois affirmé des choses fausses sans vérifier ses sources, par exemple que les compositrices du passé étaient peu nombreuses et que leurs œuvres étaient par défaut de qualité médiocre. Reconnaître qu'on a été relativement influençable en adoptant tout le savoir transmis par nos professeurs, sans peut-être jamais prendre conscience qu'il ne correspondait qu'à la partie émergée de l'iceberg, y compris d'ailleurs dans le domaine de la création musicale des hommes. Reconnaître enfin, ce que je soulignais plus haut, qu'un héritage nous est transmis et qu'il nous appartient maintenant de le regarder, de l'étudier, de l'expertiser pour décider de ce que nous en ferons et de la manière dont nous pouvons en apprendre quelque chose. On peut se poser la question, qu'il l'a été parfois, notamment par des féministes, du tri éventuel opéré au sein de ce qui constitue le patrimoine. Pour résumer, des choix ont-ils été faits? Et si c'est le cas, quel type de choix et par qui ont-ils été faits? Pour dire vrai, je n'ai pas trouvé de réponse très précise à cette question. Et en consultant par exemple le site de l'UNESCO, j'ai lu une telle définition, une telle richesse de définitions et de cas que n'étant nullement spécialiste du sujet, il m'est apparu impossible d'entrer plus avant dans cette recherche. Une phrase a néanmoins retenu mon attention. Ce que l'on entend par patrimoine culturel a changé de manière considérable au cours des dernières décennies. Je laisserai donc le sujet ouvert qui laisse entrevoir un espoir en matière d'intégration pérenne du patrimoine. Même si j'ai quelques idées sur la question, je ne sais donc pas bien ce qui fait qu'une œuvre entre au patrimoine, mais je constate qu'en ce qui concerne le patrimoine, l'une des rançons de son invisibilisation est la nécessité très fréquente de devoir justifier la qualité des œuvres. Celles des grands et illustres compositeurs sont dans l'esprit des gens des biens dont on ne discute plus la valeur, quand bien même, pour la plupart des personnes non spécialistes, il est difficile, voire impossible de la justifier, au-delà du fait qu'elles sont transmises de génération en génération. Combien Élise a-t-elle reçu de lettres en direct des pianos en gare? On voit aussi que les noms de ces grands et illustres compositeurs jouent souvent un rôle d'appât publicitaire qui suffit à faire accepter la moindre œuvre mineure qu'ils ont produite. Ainsi, pendant longtemps, il sera plus facile et très courant de faire venir du public quand il est programmé une œuvre mineure d'un compositeur considéré comme majeur, que si l'on programme l'œuvre majeure d'une compositrice qui sera toujours considérée par défaut comme mineure. Très courant aussi, dans un établissement d'enseignement musical, d'imposer en examen une pièce pas nécessairement formidable, ou tout du moins déjà maintes fois rabâchée d'un grand compositeur, plutôt que d'oser une œuvre de compositrice, même quand elle est de grande qualité. Dans ce domaine, les présupposés sont encore très vivants. J'ai par exemple entendu récemment de jeunes artistes lyriques dire que s'ils choisissaient en concours des pièces inconnues des membres du jury, ce qui est le cas avec la quasi-totalité du répertoire des compositrices, ils avaient peur que cela leur soit reproché et que cela influence le jugement à leur égard. On touche là au sacro-saint répertoire, avec un grand R, dans lequel aucune compositrice n'a encore trouvé sa place. Un répertoire transmis de génération en génération et qui, dans de nombreux cas, ne semble avoir pour raison d'être que l'habitude et la facilité de cette transmission, ce qui, je crois, ne suffit plus. Alors, je vous propose une nouvelle petite pause musicale avec un petit air de la compositrice Ethel Smythe, une compositrice anglaise. Non. Ça va venir. Peut-être monter le son. Il faut revenir en arrière. Non, il me dit de revenir en arrière et peut-être de refaire. Voilà. What if I were young again, careless and gay? What if I were young again, just for today? The hot sun in glorious setting
if my heart were still young, where my thoughts would be now. When the long day's work was done, night coming fast, on the tired world would fall silence at last. The birds in the warm nest sleeping, the stars one by one forth peeping. Swift like a ghost, I would steal down a path to a spot I know well. What if one were waiting there, waiting for me? Overhead a ruffled pine sings like the sea. A star from the bright sky falling, the desire of my young heart's calling. Ah, well I know that today, even as then, I would cling to my dream. Alors, ma diapositive a subi quelques petits dommages, hein. Donc, le titre, c'est « What if I were young again ?» Je pense que vous avez rétabli les mots dans le bon ordre. Dans un texte inséré dans le livret du disque Filiation, vous avez écouté c'est le disque dont était issue la première mélodie là, au tout début d'intervention. La pianiste Anne Le Bozec écrit ces mots magnifiques. « Il y a les mains tendues dont on se souvient parce qu'elles ont été de notre vivant. Il existe aussi toutes les autres, non moins présentes, non moins essentielles, celles qu'un héritage nous a transmises. La chaîne des mains tendues avant notre existence est infinie. » Alors j'aurais pu commencer cette intervention par cette phrase, j'aurais pu aussi la terminer de la même manière ou vous l'offrir maintenant. Elle dit tout. Elle dit le rapport affectif parce que la main est ce qui, au-delà des mots, peut nous relier dans la plus grande simplicité et la plus grande humanité. Elle dit aussi l'affectif, des souvenirs proches, ceux de notre vivant, des souvenirs de mains qui nous ont soutenus, guidés, édifiés. Et elle évoque aussi ce qui, de manière plus souterraine, nous a tout autant soutenus, guidés et édifiés, même si parfois nous n'en avions pas conscience aussi fugacement. Les mains de notre héritage, les mains de nos héritages. Mais quand une part est manquante, et bien souvent c'est celle des femmes, c'est aussi de cela que l'on hérite. De multiples mains fantômes, invisibles à l'œil nu, dont la présence n'est perceptible qu'en raison de l'absence, avec toutes les conséquences que l'on sait et qu'aujourd'hui on mesure mieux. Au cœur du matrimoine, invisibilisé durant des siècles, il y a maintes œuvres perdues, soit qu'elles l'aient été réellement, soit qu'elles le soient, car elles n'ont tout simplement pas pu être écrites, ou ont été inachevées, notamment faute d'encouragement, parfois en raison d'interdits trop répétés et contraignants. Parfois aussi faute d'avoir eu accès à la formation et d'une manière générale à l'espace public avec ce qu'il offre en termes de rencontres, de confrontations, de discussions autour de ce qui se fait ou pas, d'échanges sur les nouveautés stylistiques, sur la manière de jouer d'un instrument pour savoir mieux composer pour lui, etc. Les conséquences des restrictions imposées aux femmes se font souvent sentir dans le répertoire qu'elles investissent. Il n'y a par exemple quasiment pas de musique instrumentale avant le XVIIe siècle et jusqu'au XIXe, le nombre d'œuvres dans ce domaine reste bien moins important chez les compositrices que chez les compositeurs. Pour les mêmes raisons, il n'y a que peu d'œuvres de grand format avant le XIXe siècle, telles que des messes ou des ouvrages lyriques ou symphoniques.
Saluons alors d'autant plus l'audace de certaines compositrices, telles la religieuse italienne Isabella Leonarda, qui a composé plus de 200 œuvres, dont des messes, motets, psaumes, et elle est également l'une des premières à avoir publié des sonates pour 2 violons et basse continue. Pionnière également, je mentionnerai aussi Francesca Caccini, compositrice italienne, qui compose en 1625 la libération de Ruggiero de l'île d'Alcina, considérée comme le premier ouvrage lyrique composé par une femme. Mais on peut retenir aussi d'autres noms, tels que celui de la violoniste et compositrice, italienne encore, Maddalena Lombardini-Sirmen, qui a essentiellement écrit pour son instrument, le violon, notamment plusieurs concertos, et est également la première compositrice à avoir composé des quatuors à cordes. Ces 6 quatuors à cordes opus 3 datent de 1769 et peuvent être considérés comme l'une des initiatives remarquables d'une pionnière, puisqu'à cette même date paraissent les premiers quatuors de Joseph Haydn, son aîné de 13 ans, considéré comme le père du quatuor à cordes. Chez la jeune compositrice, la forme n'est certes pas achevée, puisque ces quatuors ne comportent que 2 mouvements, mais l'écriture est délibérément galante, très expressive et enlevée. Maddalena Lombardini-Sirmen pourrait donc être aussi considérée comme la mère du quatuor à cordes. Enfin, dans le domaine des instruments à vent, longtemps considérés comme inconvenants pour les femmes, les manques se font aussi sentir. Par exemple, aucun quintet à vent, semble-t-il, écrit par une compositrice avant 1887. C'est la compositrice française Edwige Chrétien qui devient la pionnière en la matière, les compositeurs ayant eux investi cette forme plus de 50 ans auparavant. Bien d'autres exemples pourraient être donnés. Mais ce qui importe est que tous ces fils tirés au cours des siècles nous amènent à saluer la détermination et le talent de celles qui ont résisté et qui ne se sont jamais résignées à ce qu'on leur coupe les ailes. Ce n'est pas faute parfois de le craindre, comme l'exprime la compositrice française Marie Jaël, qui écrit « L'union de 2 êtres peut certes être belle, splendide, merveilleuse, mais la femme doit-elle toujours succomber et faire le choix entre les ailes du corps et celles de l'âme, sacrifier les unes aux autres, ne peut-elle garder qu'à elle ?» En hommage à cette belle citation, je vous propose d'écouter une courte pièce pour piano de Marie Jaël, immense pianiste en son temps, la première à avoir par exemple donné en récital l'intégrale des 32 sonates pour piano de Beethoven. Marie Jaël était l'amie de plusieurs compositeurs, entre autres de Franz Liszt, qui, avec une grande perspicacité, lui aurait dit « un nom d'homme sur votre musique et elle serait sur tous les pianos ». Je crois que l'on peut dire que Franz Liszt avait tout compris. De Marie Jaël, il a été choisi pendant longtemps de ne garder que le souvenir de la grande pédagogue qu'elle était et des méthodes qu'elle a publiées. Autre fil, celui qui consiste à ne garder des femmes que ce qui ne dérange pas trop, parce qu'elles restent alors cantonnées à leur rôle de maîtresse de maison et ne composent que des romances ou de charmantes petites pièces pour clavecin ou piano, ou quand elles enseignent, ou quand elles interprètent les œuvres des compositeurs que parfois même elles inspirent, et qui vont constituer ensuite ce que l'on peut nommer patrimoine. Marie Jaël était une femme puissante. Je vous propose d'écouter un extrait de Souvenance, l'une des 18 pièces extraites de son immense et extraordinaire cycle, écrit après la lecture de Dante. Souvenance est l'une des 6 pièces du Paradis, qui fait évidemment suite aux 6 pièces de l'Enfer et du Purgatoire.
Alors nous pourrions y passer des mois, des années. Je crois que vous l'aurez compris, le matrimoine que l'on a longtemps cru inexistant ou de piètre qualité est en réalité d'une richesse infinie. Et découvrir une compositrice entraîne la découverte d'une autre et ainsi de suite. Croyance en inexistence et richesse des découvertes. C'est bien là que réside toute la complexité à parler de cette histoire. Car il y a d'un côté tout ce qui n'a pas pu se faire, toutes les difficultés, les interdictions, la censure et les jugements, les obstacles sans cesse mis en travers de la route, les croyances et les mœurs limitantes, l'oubli systématique dans lequel les compositrices ont été plongées, et par conséquent aujourd'hui toutes les difficultés à se procurer ce qui a été si régulièrement et longtemps dispersé, non répertorié, non édité, non nommé, sans compter les innombrables résistances à la redécouverte. Il y a en effet de quoi être triste ou se mettre en colère, parfois les deux. Et puis, il y a ces centaines de noms et ces milliers d'œuvres qui, pour beaucoup, avaient ce que je pourrais qualifier peu poétiquement un pronostic vital engagé et qui ont néanmoins vu le jour, certaines d'entre elles ayant même, de leur temps, rencontré un véritable succès. Cela prouve combien nos sociétés ont été injustes et ont pratiqué ce que la sociologue et musicologue Hyacinthe Ravet qualifie de mensonge par omission, mais cela prouve aussi combien il y a eu de résistance à cette injustice, démontrant qu'il a été possible pour un grand nombre de femmes de tout temps de résister, transgresser, de trouver en elles la force de faire avec, de faire quand même, et qu'il a été possible aussi pour certaines d'entre elles d'être soutenues, encouragées, guidées, y compris par des hommes plus éclairés que d'autres. Et là, nous pouvons nous réjouir, cela donne tout son sens au travail gigantesque de réhabilitation qu'il faut poursuivre. Le matrimoine musical est constitué de tous ces éléments qu'il convient de déblayer pour que, c'est du moins mon positionnement, son histoire puisse enfin se raconter de manière équilibrée et la plus juste possible. Merci beaucoup pour votre attention. Alors j'avais très peur de déborder. En fait, je suis en avance. Je ne sais pas s'il y avait un temps de questions prévu, mais ce n'est pas moi du tout l'organisatrice, donc je ne sais pas si... On peut prendre 5 minutes. Ah, c'est comme vous voulez, il n'y a aucune obligation. Merci beaucoup pour cette intervention. Frédéric Lemaire, médiathèque d'Issy-les-Moulineaux. Est-ce que parfois, alors ce serait en seul bémol, le mieux ne serait-il pas l'ennemi du bien ? C'est-à-dire que dans notre milieu, il me semble quand même qu'on a une grosse ouverture sur les musiques, y compris de compositrices. On a fait chez nous, par exemple, Augusta Holmes, tout un concert de mélodie. La saison prochaine ou la suivante, on va faire des cafés musicaux sur Femmes en musique. Donc, bon... Voilà quoi. J'avais un autre léger bémol, c'est que tout ça est très beau. Toutes les œuvres que vous nous avez fait écouter sont très belles. Mais est-ce que ça, par exemple, la dernière atteint le niveau des nocturnes de Chopin ? Mais je ne dis pas parce que je ne dis pas que c'est parce qu'elles n'ont pas de talent. C'est des conditions sociales, je pense, qui font qu'il n'y a pas eu assez de femmes compositrices pour peut-être atteindre un génie. C'est pas tous les jours. Je pense qu'il y a des génies femmes. Moi, j'attends encore d'avoir le flash d'amour pour une œuvre. J'aime beaucoup Clara Schumann, par exemple, il y a des trucs magnifiques. Mais j'ai du mal à me dire à un moment, oh là, en mélodie, c'est meilleur que Schubert, c'est meilleur que Wolf. Vous voyez. Mais je pense que c'est dû à des conditions sociales. Alors non, je pense que c'est dû à votre façon d'écouter et j'entends tout à fait votre question, je respecte tout à fait vos propos. Honnêtement, ça mériterait une réponse très longue. Est-ce que le mieux est l'ennemi du bien ? Ça, j'en suis bien convaincue, mais je pense que là, on est vraiment très très loin d'être redondant. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les compositrices ont été programmées en gros le 8 mars. Elles ont fait l'objet d'un thème et pas d'un sujet. C'est-à-dire que le 9 au matin, elles étaient de nouveau reléguées ou le 8 au soir à
minuit dans leurs oubliettes. À Issy-les-Moulineaux, je suis tout à fait sensible puisque notre présidente du centre habite Issy-les-Moulineaux, d'ailleurs. Je voudrais savoir depuis combien de temps vous programmez des compositrices et à quelle fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie question pour les œuvres des femmes, c'est de se dire, si ce soir je vais au concert, je ne suis pas spécialement militante ou engagée ou quoi que ce soit. Si je vais au concert, est-ce que j'ai une chance d'écouter une œuvre de femme? Est-ce que j'ai une chance d'avoir une femme au plateau? Est-ce que j'ai une chance d'aller voir dans un musée une nouvelle acquisition d'œuvres de femmes? Et ça, pas une fois de temps en temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on arrive à un équilibre, en fait. Vous voyez? C'est ça, en fait, dont il est question. Donc, une égalité parfaite. À un équilibre. À un équilibre. À un équilibre. Oui. Mais il n'y a pas de problème. Je pense que ce qui est intéressant, c'est pas de polémiquer, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire et d'où on vient. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet en 2006, l'ensemble du secteur de la musique classique était dans la négation de ce sujet-là. Il n'y avait pas de programmation. Comptez les compositrices au programme des programmations sur l'ensemble de la France entière. Allez voir où est-ce qu'elles se trouvent dans les programmes des examens des conservatoires. Elles ne sont pas encore présentes du tout, suffisamment. Donc bravo à Issy-les-Moulineaux de faire ce que vous faites là, mais il y a beaucoup de choses. Oui. Oui, une mélodie, mais des mélodies de compositrices, il y en a des milliers. Là, non, un équilibre. Est-ce que dans cette salle, qui est en capacité de citer 10 noms de compositrices sans réfléchir et sans regarder son téléphone? Je ne veux pas monopoliser le micro, parce que moi, vous pouvez me garder toute la journée sur le sujet. Bonjour. 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 Oui, on m'entend. Christophe Jubé, je suis président du Musée des Arts Graphiques et des Musiques Actuelles. J'ai trouvé votre intervention passionnante, je vous remercie. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la partie également catalogage que vous avez faite, j'imagine, avec 230 critères. Ma question, elle paraît simple, c'est-à-dire que comment va-t-on chercher un document, comment va-t-on découvrir une œuvre lorsqu'on ne sait pas qu'elle existe? Et ça rejoint un peu ce que dit monsieur quelque part, c'est-à-dire que pour aller au-delà, en fait, c'est cette non-connaissance qui permet de ne pas équilibrer finalement. Enfin, c'est ce que je comprends un peu de ce qui se passe aujourd'hui. On travaille sur ces questions-là depuis longtemps, nous aussi. Et donc, ce qui m'intéresse, ma question, c'est comment avez-vous abordé par rapport au catalogage, à la façon dont vous avez fait un non-choix, puisque j'ai bien compris que vous ne faites pas un choix éditorial, vous cataloguez quelque part pour rendre visible tout ce qui est disponible. C'est ce qui est d'ailleurs très intéressant, puisque ça permet la recherche. Quels sont les critères? Je ne sais pas si ma question est très claire. Non, mais si, je comprends tout à fait votre question. Enfin, je crois. En fait, face à des siècles d'invisibilité, quel que soit le domaine de compétence des femmes, il faut d'abord recenser. Et donc, on voit ce qu'on a. Vous savez, c'est un peu comme un tri de placard. Je veux dire, vous mettez tout par terre, puis vous allez voir ce que vous avez gardé, vous allez jeter. Mais avant de garder ou de jeter, vous devez regarder, vous devez expertiser. Les œuvres musicales, c'est la même chose. Donc, dans un premier temps, il faut s'appuyer sur tout ce qui a été disponible en termes d'édition, dans les bibliothèques, les manuscrits, etc. Recenser et dire ça existe. De dire ça existe, ça ne veut pas dire ça, c'est de qualité. Pour dire ça, cette qualité, et ça mérite d'intégrer le répertoire traditionnel des conservatoires, des programmations, etc., il faut le jouer dans d'excellentes conditions, c'est-à-dire que, il faut avoir de très bons artistes, et pas simplement des artistes qui ont une passion pour le sujet et qui jouent peut-être pas très bien, il faut d'excellents artistes, et il faut des conditions qui soient les mêmes conditions que celles qu'on donne aux œuvres des hommes. Par exemple, moi, je dirige un festival. Je vous invite toutes et tous à venir dans le sud, la Cime, au mois d'avril, pour voir ce qui se passe au festival Présence Compositrice, qui existe depuis maintenant 15 ans.
À aucun moment, le public ressort en se disant les œuvres sont de moins bonne qualité. En fait, on oublie que c'est une œuvre de femme, on oublie que c'est une œuvre de femme ou une œuvre d'homme. Le sujet, à un moment donné, n'existe plus. On écoute et on apprécie. Mais pour ça, il faut donner l'œuvre dans de très bonnes conditions. Par exemple, vous voyez, tout ce qui est symphonique. Quand il y a une œuvre symphonique, souvent on emploie ce qu'on appelle des supplémentaires. Les orchestres ne sont pas forcément suffisamment étoffés. On recourt à des supplémentaires. Donc ça fait de l'argent en plus, il faut les payer. Il faut faire la même chose pour les œuvres symphoniques des femmes. Il faut les donner sur des grandes scènes avec de très bons interprètes. C'est ça qui va permettre en fait d'être qualitatif et à un moment donné d'enlever d'une base de recherche peut-être des œuvres qui témoignent d'une pratique musicale des femmes. En soi, c'est intéressant aussi, mais qui peut-être ne méritent pas d'être joué. J'ai envie, juste pour terminer, de rebondir aussi sur justement la qualité des œuvres, parce que là, on a entendu, est-ce que ça vaut Schubert, est-ce que ça vaut Chopin? En fait, il est légitime en tant qu'être humain de vouloir se repérer par rapport à ce qu'on connaît. Mais c'est intéressant d'aller réinterroger la manière dont on a appris que Schubert, Beethoven, Dvorak ou je ne sais qui est un génie et a composé des chefs-d'œuvre. C'est intéressant de se demander aussi, est-ce que je peux écouter quelque chose le temps d'un concert sans être en permanence en train de me dire « Ah, est-ce que je compare avec quelque chose d'autre ?» Voilà, ça peut être intéressant. Et d'autre part, juste une dernière chose, je voudrais vous dire que les artistes que j'engage depuis des années sont les premiers à parler des œuvres de compositrices avec des termes qui sont généralement attribués à des œuvres d'hommes. C'est dire à quel point les artistes qui sont des professionnels de la musique jugent ces œuvres comme étant tout à fait légitimes. Oui. Est-ce que dans votre base, vous prenez aussi en compte les femmes qui ont participé aux œuvres d'hommes en étant invisibilisées? Non. Clara Schumann, par exemple, on sait qu'elle a relu Oui. Schubert et qu'elle a pas fait que relire. Est-ce que ces femmes-là, qui n'existaient pas jusque-là, est-ce que leur travail est d'une manière ou d'une autre reconnu? Parce que du coup, les œuvres ne sont pas à leur nom. Est-ce que vous avez la possibilité de les faire apparaître? Alors, il y en a, enfin, c'est un peu compliqué. Il y en a pas forcément beaucoup. Après, ça, c'est plutôt dans les biographies. C'est-à-dire que si on lit la biographie de Clara Schumann par Brigitte François-Sapé, elle mentionne une aide. Après, on va pas dire que c'est Clara Schumann qui a composé les œuvres de Robert Schumann. C'est faux. En revanche, il y a eu un travail, voilà, vraiment une imbrication. C'est vrai qu'il y a des leaders de Fanny Mendelssohn qui sont parus sous le nom de son frère. Mais il a lui-même reconnu à un moment donné qu'il avait fait paraître ses leaders de sa sœur. Donc voilà, ça c'est plutôt dans les biographies ou les articles qu'on peut détailler ça. Oui, bonjour. Alors tout d'abord, oui, merci beaucoup pour cette conférence que j'ai trouvée remarquable et qui, je trouvais, une très belle introduction à ces 2 journées. Dans le prolongement de ce que disaient mes collègues, est-ce que justement pour pouvoir porter à la connaissance du plus grand nombre l'ensemble de ces femmes et de leurs œuvres. Je reviens, moi, sur la plateforme dont vous parliez, Demandez à Clara. Oui. Est-ce qu'il est possible, au sein de nos médiathèques, sur nos sites Internet, et de mettre à disposition cette ressource, justement, gratuitement? Et aussi, oui, comment? Enfin, est-ce qu'il est possible, nous, de nous en saisir pour la proposer à notre public, à nos usagers? Alors, merci infiniment de me poser cette question. Je dois dire qu'en vous distribuant mes petits flyers, j'espérais qu'elle arriverait. Nous avons une grande campagne de visibilisation de Demandez à Clara qui va être faite cette année. Et bien évidemment, les médiathèques sont les premières qui pourraient s'en emparer. Il faut savoir que le modèle économique de Demandez à Clara a été pensé gratuit. Donc tout est mis à disposition gratuitement. On est soutenu par le ministère de la Culture, on est soutenu par différentes collectivités publiques. Enfin voilà, ça reste quand même compliqué, mais c'est gratuit. La seule chose qu'on demande depuis décembre dernier, c'est la création d'un compte gratuit pour accéder au contenu œuvre. Donc en 3 clics ça se fait, et nous ça nous permet de savoir qui vient sur notre base de données, et on voit qu'on a l'ensemble du secteur de la musique professionnelle classique qui vient, mais également des amateurs, des enseignants, même dans l'éducation nationale, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est que toutes les personnes qui peuvent être intéressées peuvent prendre contact avec nous, puis on peut voir éventuellement comment décliner les choses, mais bien sûr c'est bien de relayer, ça nous aiderait beaucoup. On est aussi très regardé à l'international. On est très utilisé par des universités au Canada, par exemple, à Londres. Donc voilà, c'est une belle ressource, oui.
qui ne cesse aussi de progresser. Il faut savoir que faire face à des siècles d'invisibilité, c'est énorme comme travail. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est très bien ça. Encore une fois, dites-vous que c'est vrai que parfois, j'ai des personnes en face de moi, je ne dis pas que c'est votre cas, mais j'entends parfois comme ce que j'interprète comme une forme de justification d'actions qui sont en cours. Mais bravo, c'est super. Mais qu'est-ce que sont ces actions par rapport à des siècles d'invisibilisation? On me demande aussi parfois de justifier le fait que... ah oui, des actions en faveur des femmes, est-ce que ça ne serait pas clivant, ghettoisant, etc. J'ai entendu ces mots-là, mais qu'est-ce que ça veut dire quand pendant des décennies, on n'a pas interrogé les programmations qui étaient 100% dédiées aux hommes? Donc, vous voyez, moi, je prône, en fait, tout simplement l'équilibre. C'est-à-dire qu'en tant que femme, je puisse chantonner au volant de ma voiture le début d'une symphonie d'un homme et également le début d'une symphonie d'une compositrice. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, mes valeurs... Ma petite discothèque intérieure, elle est équilibrée. Et je ne parle pas que de la discothèque, hein, c'est la même chose dans le cadre du cinéma, de la littérature, de la peinture, etc. Équilibre, point. Je dis rien d'autre. Merci beaucoup, Claire. Je crois que...